Mon nom est Grégory Blanc. Je suis en compagnie de l'incroyable et c'est ça, incroyable, Olivier Lacombe. Salut Greg. Comment ça va? Très bien. Alors aujourd'hui, on continue, hein? Épisode numéro 2. Je le fais avec les doigts, juste pour être sûr qu'on est... Ou comme dans Charlie's Angels 2, là, quand il fait son Maximum Extreme 2. Ouais, c'est ça. Épisode numéro 2 sur notre fantastique saga sur le F-35. Beaucoup de choses à dire, c'est incroyable. Je sais pas si c'était comme moi, Olivier, mais bon, bien sûr, tu as fait tes petites recherches. Et il y a du stock, c'est incroyable sur cet avion-là. Oui. Ce programme, en fait. Je ne veux pas juste dire, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle du F-35, là, mais le programme en lui-même, c'est absolument génial, fantastique ou une catastrophe monumentale, tout dépendant de où est-ce que tu te places sur le... Puis là, ce qu'il faut faire attention, c'est que plus le temps avance, plus il y a de matériel qui sort, donc faut mettre une limite, sinon on va finir à 18 épisodes. Exactement. Ben, peut-être on ira. Il y aura peut-être 4 épisodes de plus éventuellement un jour. Oui. Alors, cette fois-ci, cet épisode numéro 2, on a décidé d'y aller avec... à l'interne, on y avait donné un beau petit nom cute, là, le Battle of the X-Planes. Mais bon, on peut pas utiliser ce nom-là parce qu'il existe déjà. Mais si on le francise, on va parler de la bataille des avions expérimentaux. Oui, ou de démonstrateurs. Puis, c'est une partie importante du programme parce que, comme on en a parlé dans le premier épisode, il y a beaucoup de choses qui se sont tramées en arrière-plan. Donc, on l'avait déjà mentionné, des programmes de DARPA, entre autres. Qui avait lancé, hein, puis on en parle régulièrement aussi dans l'aéropod régulier, là. DARPA lance des initiatives, des programmes, puis c'est vraiment très large. Tu avais déjà mentionné, Olivier, que par exemple, il y a un programme pour imprimer de la peau. Ouais. Donc, c'est vraiment très large le DARPA. Et donc, on a le programme du Joint Strike Fighter réunit un paquet de ces initiatives-là ensemble et on a continué avec le GSF. Avant qu'on aille plus loin, je pense qu'on voulait faire une petite clarification, Olivier. En fait, on a un correctif. La dernière fois, on a parlé du JF-17. En fait, c'est pas le FC-17, la version d'exportation, c'est le FC-1. OK. Donc, l'avion développé avec le Pakistan et la Chine, qui est comme la énième déclinaison du MiG-21. Oui. Ou J-7. OK. Regardez ça en tête, peut-être qu'un jour, on va finir par parler de ces avions-là. Mais c'est le JF-17/FC-1. OK. Pour la chose. Et aussi, là, on parle de l'avion d'assaut interarmé. Oui. Ah ouais. On nous ne dira pas qu'à l'aéroport, on ne parle pas français. C'est vrai, j'avoue que là, on fait de gros efforts. J'espère que vous l'appréciez. Donc, il y a on avait défini beaucoup de termes la dernière fois, mais on a passé au travers, à côté, je pense, du plus gros. Le plus important. La furtivité. Oui. Donc, la furtivité, en effet. Donc, on va vous faire un petit topo rapidement sur la furtivité. Pourquoi c'est important? Ça sort d'où? Qu'est-ce que ça fait? Vas-y, Olivier, on t'écoute. OK. Donc, le but de la furtivité, c'est contrairement à ce que bien les gens peuvent penser, c'est pas de rendre un avion invisible au radar. Mm-hmm. En fait, ce qu'on parle, c'est de diminuer la détection, le temps de détection d'un aéronef. OK. Donc, je donne une analogie comme un chat. Le chat, il est pas invisible, exemple la nuit, mais il est capable de s'approcher très près de sa proie pour l'attraper. Il doit s'en approcher assez proche que la proie n'a pas de chance de se sauver ou d'avoir une défense adéquate, efficace comme ça. Donc, la furtivité, il y a plusieurs... il y a la furtivité au niveau du spectre électromagnétique, donc d'être moins détectable par un radar, à l'œil nu, ou avec une caméra. Oui, c'est bête, mais oui, effectivement. Ensuite de ça aussi, il y a aussi le bruit, mais le bruit, c'est pour un avion. Au Vietnam, ils l'ont essayé avec des avions qui faisaient très peu de bruit. Ouais. Mais en général, les avions, si on veut avoir un certain niveau de performance, il faut accepter du bruit. Mais on va oublier cela. Donc, dans le cas des radars, c'est avec le F-117, l'avion de la façon qui est façonné. C'est l'exemple le plus flagrant. Oui, c'est le plus évident. C'est comme le premier avion furtif, vraiment. Nonobstant les gens qui parlent du Mosquito ou de l'aile volante allemande, non.
Ouais. Le F-117 qui est vraiment étudié. On a essayé avant, et là avec le F-117, on était à moins l'an, je sais pas quoi avant. Là, c'est l'an 0, là. Notre Seigneur, notre Sauveur, le F-117. Exactement. Donc, la façon que l'avion est façonné avec des facettes, des prismes, si on veut, c'est lorsque les ondes radar atteignent l'avion, elles sont réfléchies, mais pas vers l'émetteur. Donc, le radar qui a émis ces ondes-là ne reçoit pas de signal et ou reçoit un signal qui est très diffus, donc qui est classé comme étant un faux signal par l'ordinateur. Ouais. Mais le F-117, s'il se rapproche assez près de l'émetteur et que l'émetteur regarde dans la bonne direction, il va finir par le trouver. Okay. Donc, les Américains s'en sont rendus compte au Kosovo, il y a un F-117 qui s'est fait abattre. Ouais. Donc, ils veulent pas vraiment dire comment l'avion a été abattu, mais on soupçonne que c'est un mélange de signature radar diffuse et un système de guidage infrarouge. Les deux ensemble, ils ont réussi à détecter le F-117. Ouais. Donc, pour le cas d'un avion furtif, on veut se rapprocher assez du radar pour l'attaquer et ou juste passer proche du radar et aller attaquer une cible qui est plus loin. En gros, c'est ça qu'on veut faire. Mais c'est un point important, Olivier. Je veux juste, avant que tu continues, c'est vraiment cocasse comme définition, parce que je suis sûr et certain que y a beaucoup de gens qui nous écoutent et des amateurs et tout ça, et moi le premier, on a une tendance, la fâcheuse habitude de penser que furtif veut dire totalement invisible. Ce qui n'est pas le cas, mais ce qui n'est pas le cas vraiment de loin, là. Je veux dire, c'est même pas une question de dire un petit peu ou quoi que ce soit, c'est qu'on fait simplement retarder à plus tard La détection. l'inévitable. Ouais. Exact. Ensuite de ça, on passe au niveau de la détection optique. Mm-hmm. Donc, il faut pas être trop voyant. Faut pas que l'œil nu puisse voir ou une caméra. Souvent, l'œil est plus performant qu'une caméra. Okay. Mais ce que l'œil a en performance, la caméra va supplanter l'œil au niveau de portée de détection. Ouais. Mais à court terme, mettons en dedans d'une quinzaine de pieds, par exemple, c'est proche là, mais un œil c'est quand même extrêmement efficace. Donc c'est pour ça que la plupart des avions militaires maintenant sont peints en gris pour être difficile à être détectable. Donc l'avion, lorsqu'il est très haut dans le ciel, le jour on le voit pas. Lorsqu'il est la nuit, on le voit pas du tout. Ouais. Lorsqu'il y a des nuages, on le voit pas. Et c'est pour ça aussi que dans un spectacle aérien, quand vous essayez de prendre des photos d'un F-18, la caméra, souvent, l'autofocus a de la difficulté à faire le focus sur l'avion, mais c'est voulu. OK. C'est fait pour déjouer ces systèmes-là. Et votre caméra avec, exemple, une caméra réflexe avec un bon objectif, c'est l'équivalent civil de Monsieur Tout-le-Monde d'une tourelle électro-optique sur un avion. OK. Donc, il sera pas capable de le repérer. Ça va loin. Ça, c'est pendant la guerre, les Anglais, ils ont fait des recherches pour diminuer le temps de la distance à laquelle les avions allaient être détectés par les vigies sur les sous-marins. OK. Donc, si vous avez déjà vu l'avion, le Canso le PBY, du musée à Hamilton, Canso, parce que c'est au Canada, on avait des Canso. Ouais. Et puis les Canso ou les Catalina en Angleterre, la façon qu'ils étaient peints durant la guerre, ils étaient peints en blanc avec le dessus des ailes camouflé. Donc, le but, c'était de rendre l'avion, de donner la même apparence qu'un goéland. Okay. Un goéland, il est blanc avec le dessus des ailes enfoncé. Okay. Donc, le but, c'était que l'appareil, lorsqu'il s'approche d'un sous-marin, il va être confondu avec un goéland. Okay. Et ça fonctionnait dans bien des cas où soit que les vigies voyaient un goéland, c'est un avion, donc le sous-marin plongeait. Ouais. Ou non, c'est un goéland, mais finalement, c'est un avion et l'avion finissait par venir pour se rapprocher assez du sous-marin pour pouvoir l'attaquer. Okay. Donc, ça revient plus de là. Ensuite de ça, il y a aussi la détection par le spectre qui est invisible, si on veut l'infrarouge. Ouais. Qui est une autre catégorie. Donc, l'infrarouge, on va soit des caméras thermiques ou des caméras des appareils de vision de nuit vont pouvoir trouver les ondes infrarouges. Donc, là, ce qu'on veut faire, c'est on veut venir diminuer la signature infrarouge de l'avion. Oui. Donc, on veut dans le cas du moteur, on veut mélanger de l'air froid avec le flux chaud du moteur pour diminuer la température. C'est le cas avec une turbo soufflante. Oui, effectivement. Il y a deux façons, en fait. Au niveau des chasseurs, là, si on reste dans ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a deux façons. C'est en y allant avec des turbos soufflantes, donc des moteurs, des soufflantes à petit, j'allais dire à low bypass, mais on va le franciser, là. Tu vas nous trouver ça, Olivier? Oui, continue à parler.
Donc, à faible taux de dilution. Le taux de dilution, merci Olivier. Donc, un taux de dilution qui est quand même assez petit. Là. On parle de la plupart de ces moteurs-là, pour le moment, c'est aux alentours de 1 et même moins que ça. Ça ressemble aux moteurs qu'il y avait, les premiers turbosoufflantes qu'il y avait sur les avions de ligne, hein, au niveau du taux de dilution. Les JT3 par exemple, les vieux JT3 là, c'est j'allais dire c'est 3 fois rien. Mais il y a vraiment pas beaucoup de bypass. C'est une turbosoufflante, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Donc ceux qui nous écoutent là, qui ont fait du 737-200 là, savent très bien de quoi on parle. Donc très très peu de bypass là, donc d'air qui va passer à l'extérieur du corps. Donc ça, c'est une façon, et ces avions-là, les F-35 et même le F-22, F-18. Le F-18 a la même chose exactement. C'est des turbosoufflantes, sauf que habituellement, quand on dit turbosoufflante, les gens s'attendent à avoir un GE 90, là. Mais un très faible taux de dilution, donc on parle des fois de 0.4, 0.6 à peu près, c'est vraiment pas beaucoup, là. C'est une turbosoufflante quand même. Donc, on va faire passer, c'est le principe de faire passer de l'air froid, compressé, mais froid, autour du moteur. Donc, on s'en sert pour refroidir le moteur, entre autres. Et on l'envoie directement en arrière parce que une turbosoufflante, l'efficacité propulsive est meilleure qu'un simple turbojet. Et en même temps, ça permet d'amener de l'air froid directement dans l'échappement. Ce qui fait qu'on va mélanger de l'air froid avec de l'air chaud. Donc, on va réduire la signature thermique de l'avion grâce à ça. Et il y a également vous l'avez sûrement vu sur le F-35, on le voit très bien. On le voit aussi sur le 787. Mais c'est plus pour le son, là, mais juste pour l'image, je parle, OK? Les fameux chevrons. Donc, on voit sur le 787, mais ça, c'est pour le son. Mais comme je dis, c'est juste pour vous donner l'image là, de ce que c'est un chevron. Là. Sur le F-35, ça va servir pour le son, donc ce que tu parlais tantôt, Olivier, et ça va également agir dans ce cas-là bien particulier comme ce qu'on appelle un exhaust mixer. Donc, on va mélanger l'air froid, l'air chaud de l'extérieur. Là. On va retarder le contact parce que dans le fond, ce que les gens qui nous écoutent doivent se rappeler et ou savoir, ou peut-être qu'ils vont l'apprendre, c'est que le bruit d'un avion de chasse, là, un F-18 qui passe, là, qui fait le gros bruit, là, qui fait qu'on a des frissons ses bras là, quand on l'entend passer. Une grosse partie de ce bruit-là, c'est la détente des gaz, fait que c'est le contact chaud-froid. C'est la même chose que le tonnerre. Exactement. Donc, fait que ce que les ingénieurs ont essayé de faire, c'est de retarder cette détente des gaz-là, donc ce contact froid-chaud-là. Donc, ça va réduire la signature sonore, qui est une partie de la furtivité. Puis ça réduit aussi la signature radar. Et ça réduit la signature radar à cause de l'angularité de la forme de l'exhaust, là, du nozzle, là, de l'échappement. Et le troisième affaire, c'est qu'on vient aussi agir, dans le cas du F-35, à cause de l'angle et de la forme spéciale, qui est top secret, by the way, on vient également réduire la signature thermique parce que ça agit encore une fois comme un mélangeur d'air chaud-froid. Donc, il y a beaucoup, c'est un très bon exemple. On va en reparler encore continuellement. C'est un très bon exemple de la quantité de technologie qui est appliquée sur cet avion-là. Aussi, il y a deux autres signatures infrarouges sur un avion. Il y a la friction de l'avion lorsqu'il vole dans l'air. Ouais. Donc, avant, si on regarde au Vietnam, les missiles sol-air comme les AIM-9, les Sidewinder, ils étaient juste capables de poursuivre un avion qui s'éloignait. Donc, il y avait le moteur qui était visible. Et là, l'avion qui se faisait tirer par un missile à guidage infrarouge, pouvait carrément se pointer dans le soleil. Ouais. Et là, le missile était mélangé, il ne savait plus où aller. Ou lancer des leurres. Tout à fait. Des leurres, les fameux flares qu'on voit là. Ouais. Des leurres thermiques. Et aussi donc plus l'avion va vite, plus il y a la friction sur la cellule de l'avion, donc plus l'avion est visible. Maintenant, les missiles autodirecteurs infrarouges modernes, ils peuvent détecter un avion, peu importe l'aspect que l'avion présente. Donc l'avion s'en vient de face, de côté, ils vont le trouver. Okay. Donc avec des peintures spéciales, ils vont avoir ils vont être capables de garder la température plus basse. Maintenant, il y a des F-16 aux États-Unis qui ont la peinture Half Glass. On va mettre ça dans les notes, qui justement aide à réduire la quantité de chaleur qui est réglée, diffusée par l'avion, et ça aide ça absorbe aussi une partie du signature radar. Et l'autre chose, c'est que l'avionique sur
savez, sur votre ordinateur, quand vous écoutez un film en 4K ou en 1080, votre ordinateur, il vient chaud et le ventilateur dans l'ordinateur fonctionne, mais il évacue beaucoup de chaleur. Oui. Mais dans un avion, c'est la même chose avec toute l'avionique, les radars, les radios, les caméras, tout ça. Donc, on peut pas prendre cette air-là et l'évacuer dans l'air. Ouais. Ça va trop faire une tâche importante au niveau de l'infrarouge. Donc, sur un avion comme le F-35, et même c'est le cas sur un F-18, même sur un avion de ligne, c'est la même chose. Oui. Dans les réservoirs d'essence, on a des échangeurs de chaleur, on a des radiateurs qui sont noyés dans les réservoirs d'essence. Oui. Et on vient garder l'essence, le carburant. On vient réchauffer le carburant. Et Ce en qui même est temps, une bonne chose. oui, et on refroidit l'avionique. Oui. Sauf que dans le cas du F-35, on est rendu à la limite de la quantité. C'est là que je m'en allais, tu vas te devancer, c'est un très bon point. On est rendu à la limite théorique ou la limite technique à laquelle on peut réchauffer du carburant avant que ça devienne moins bon. Oui, effectivement. Parce qu'en plus, l'avion en volant rapidement dans l'air, l'avion se réchauffe le carburant. Donc là, il y a comme un équilibre qui se fait. Donc on est rendu... donc là, ils travaillent sur des façons de refroidir un avion plus efficacement. Exact. Pour le futur, pour les prochains avions. Oui, d'ailleurs, ils pensent déjà, on en reparlera, mais ils pensent déjà à la prochaine évolution avionique de l'avion, là, tout simplement. Ouais, là, on va reparler. Un bloc quelconque qui n'est pas encore sorti. Là. Fait qu'on en reparlera. C'est incroyable, la quantité de choses. Moi, ce que je veux highlighter par rapport à ce que tu viens de mentionner, Olivier, c'est Souligne donc. Ben écoute, je vais souligner le fait que... encore une fois, puis je pense que je vais le répéter souvent, là, je me sens... je me vois venir, là. La quantité de technologie et donc, 2 points, les détails. Tous les, tu sais, on va mettre de l'avionique, on va mettre des super computers là-dedans. Ah ouais, il faut les refroidir. Chaque décision a une impact, avalanche de conséquences. C'est incroyable. Et ce qui va amener éventuellement, puis on va en reparler dans les prochains épisodes, ce qui va amener Lockheed à devoir faire des choix d'un point de vue industriel et donc au niveau manufacturing, fabrication, parce que ces choix-là qu'on va faire d'une avionique quelconque ou quoi que ce soit vont faire en sorte que, ce supercomputer, je vais prendre cet exemple-là, là, ce supercomputer-là, il va falloir le refroidir. Comment on va faire? Ah, il faut modifier le réservoir. Ah, mais si on modifie le réservoir, ça veut dire que... Puis si on modifie ça, ça veut dire que... etc., etc. Donc, il va y avoir beaucoup d'implications d'un point de vue industriel qui pourraient éventuellement affecter la façon que l'avion va voler, performer. Est-ce que ça va affecter sa signature électromagnétique, etc., etc. Donc, c'est vraiment très intéressant parce qu'à partir de ce concept-là, on va voir que de la théorie, tu sais, ça, ce qu'on vient de discuter, là, c'est du papier, là, c'est de la théorie qui a été mise, tu sais, le concept a été émis par des universitaires quelque part au MIT qui ont dit c'est ça de la furtivité. Arrange-toi avec ça. Puis, juste pour finir, clore le dossier de la furtivité, il y a les radars VHF qui utilisent la bande de fréquence VHF. Mm-hmm. Ils sont capables de détecter un avion comme le B-2 ou le F-35 ou le F-22 à très très longue distance, mais leur détection ne peut pas être utilisée pour pointer un système d'armes. Donc, même si un radar VHF qui détecte un B-2 à 300 km, par le temps que le B-2 va arriver à porter des systèmes de défense antiaérienne, il va retourner un signal diffus et impossible, difficilement saisissable. Oui. Et aussi, les radars VHF sont très, 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 très gros. Oui. Ils sont pas mobiles. Ils savent où ils sont. Donc, en cas de conflit, ça serait probablement les premiers à se faire bombarder parce qu'ils sont en endroit géographique X. Est-ce que, Olivier, reprends-moi et corrige-moi s'il le faut, là, le système d'antenne VHF, là, petite parenthèse historico machin, là, c'est-tu ça qui équipait la Do-Line? Faudrait faire des recherches. Mais c'est vraiment les radars VHF, c'est vraiment, ils ont vraiment commencé à travailler là-dessus pour les avions furtifs. Ça me fait penser à ça, là, c'était pas prévu, puis je veux pas te déculotter, là, mais on va faire des recherches, on regardera pour les prochains épisodes. On va vous en revenir avec ça, mais ils ont vraiment commencé à pousser sur les radars VHF avec l'apparition des avions furtifs. OK, c'est bon. Parce que tu sais que, puis autre point, c'est qu'on approfondira, là, merci beaucoup Olivier, c'est les Russes se vantent de pouvoir détecter le F-35 très facilement, fait que ça serait intéressant. C'est avec les radars VHF, les Chinois, la même chose. Ouais. Puis les Américains vont dire oui, vous le détectez, mais vous pouvez rien faire avec l'information. OK. Pour le moment. Il y a pas de...
la qualité des informations qui sont données par le radar, ça dit juste qu'il y a un avion furtif là-bas. OK. D'accord. All right, on y reviendra. Je lance ça comme ça. Là. C'était une petite parenthèse historique, technique également, parce que les Russes et les Chinois s'en mêlent, là, mais on fera un petit retour là-dessus. On prend ça en note? Oui, ça pourrait être intéressant, je pense, de clarifier ce point-là. Donc. On est rendu, fait que là, c'est bon, on a couvert l'aspect furtivité. C'est très intéressant, encore une fois, Olivier, puis merci, parce que tu vois, à partir de ça, j'ai plein de questions, et en fait, je fais le lien avec on parlait de quantité phénoménale d'informations qui circulent. Même actuellement, je fais des liens avec des choses que j'ai lues et relues et réaperçues là, quelque part. Donc, c'est vraiment un programme qui est très, très, très intéressant. Donc, dans notre épisode d'aujourd'hui, on va parler donc de la fameuse bataille qu'il y a eu entre Boeing et Lockheed au niveau des avions expérimentaux. Mais encore une fois, avant d'embarquer là-dedans, on va juste faire un petit détour parce que on a une petite mention honorable à donner, à faire, je devrais plutôt dire, à la gang de McDonnell Douglas. On avait mentionné dans le premier épisode qu'il y a eu quelques autres participants au projet. On va dire le plus sérieux des autres compétiteurs, c'était le projet de McDonnell Douglas. Qui, entre autres, si vous voulez avoir une petite idée de qu'est-ce qu'il faisait, l'avion ressemblait un petit peu étrangement au YF-23, le YF-23, qui était le compétiteur au F-22. Entre autres parce qu'il y avait la même queue, le même derrière avec les fameux... Mais on a dit, juste pour rappeler l'épisode précédent, en 94, il y avait 4 compagnies qui voulaient se missionner sur le projet. Oui. C'était Northrop, Lockheed, Boeing et McDonnell Douglas. Oui. On vous a laissé la dernière fois le 16 novembre 96. Mm-hmm. Et qui avait été choisi à ce moment-là? Le 16 novembre 96? Oui. Boeing et Lockheed. Mais entre-temps, Boeing a acheté McDonnell Douglas et les ingénieurs de Saint-Louis sont allés travailler pour avec Boeing. Les ingénieurs de Seattle. Exactement. Il faut savoir que lorsqu'ils ont choisi Lockheed et Boeing, ils ont choisi 2 façons de faire. Ils ont choisi la façon, un chemin, si on veut, sécuritaire. Oui. Un projet qui était peu risqué avec Lockheed. Et un projet qui était plus avancé technologiquement, mais qui avait plus de risques avec Boeing. Oui. Puis c'est ça qui est intéressant ici pour commencer cette histoire d'avions expérimentaux. C'est que, premièrement, le choix de Boeing et de Lockheed a sonné le glas de McDonnell Douglas. Parce que là, tu as mentionné avec raison que McDonnell Douglas va finir par être absorbé par Boeing. Dans le cas de McDonnell Douglas, ce projet-là, c'était ça passe ou ça casse. C'était le projet qui aurait pu les sauver, entre guillemets, parce que tout le monde savait très bien que c'est un projet pour les 50 prochaines années. Le F-35, là, faites-vous à l'idée, là, les gens qui nous écoutent, au Canada, entre autres, là, c'est quelque chose qui va nous occuper, qui va nous tenir en haleine pour de nombreuses décennies encore. Là. Ouais. Donc, à ce moment-là, McDonnell Douglas savait que ça passe ou ça casse. Quand ils ont perdu, ce que j'ai pu lire à droite à gauche, quand ils ont perdu le contrat, en fait, qu'ils ont su qu'ils n'étaient pas dans les 2 choisis, il y a certaines histoires qui racontent qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont commencé à vider leur bureau, puis c'était fini. Là. Il n'y avait plus rien à faire. Donc, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que à partir de là, ces gens-là, ces ingénieurs-là, se sont retrouvés quelque part. On a continué à vivre, les gens ont fait des comptes à payer, des hypothèques à payer tous les mois. Donc, ces ingénieurs-là sont soit partis ou d'autres se sont retrouvés absorbés par Boeing quand McDonnell Douglas. Ceux qui étaient encore là ont fini par travailler chez Boeing. Mais il y en a d'autres aussi qui sont partis ailleurs, dont entre autres chez Grumman. Puis Grumman a travaillé en sous-contractant pour Lockheed. Donc, le petit point, puis pourquoi je voulais faire un petit retour sur ce projet-là qui n'a rien donné, qui n'a mené nulle part, c'est que c'était simplement pour illustrer
un petit peu à très petite échelle, là, je dirais, un peu comme ce qui s'était passé avec le Arrow à l'époque, où les ingénieurs sont juste partis ailleurs et ont amené leur expertise avec eux. Et on reparlera un petit peu plus loin, un petit peu plus tard dans cet épisode-là. Il y a un exemple chez Boeing. Là, en préparation d'émission, on parlait de la fameuse la queue qui avait été redesignée. On y reviendra. C'est un gars de chez McDonnell Douglas qui a amené ça chez Boeing. Donc, mon point, c'était malheureusement, McDonnell Douglas va disparaître suite à au fait qu'il n'a pas été choisi. Mais l'expertise, le design, les idées, l'ingénierie va se retrouver ailleurs dans l'industrie. En fait, il ne se retrouvera pas très loin. Il va se retrouver chez les deux compétiteurs. Donc, en parlant des deux compétiteurs, les deux doivent construire chacun 2 CDA. Ouais. Donc, Concept Demonstration Aircraft. Donc, ils doivent démontrer le concept de leur avion. Ouais. Et ça a plusieurs buts, ce programme-là de CDA. Donc, il faut prouver que le design peut voler. Déjà une bonne idée. Une fantaisie sur papier. Exact. Démontrer des caractéristiques à basse vitesse pour la version embarquée pour la US Navy. Donc, celle qui va atterrir sur les porte-avions. Oui. Et prouver le fonctionnement du concept STOVL, décollage court, atterrissage vertical. Exactement. Tout à fait. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'approche au niveau d'un point de vue ingénierie va être totalement différente chez Lockheed et chez Boeing. Par exemple, chez Lockheed, on va avoir deux plateformes, deux avions fabriqués comme le contrat le demande, mais on va avoir une version pour la Navy toute seule qui va être fabriquée de son côté, et on va avoir une version pour l'Air Force qui sera par la suite modifiée pour la version Marines, donc à décollage court et atterrissage vertical. Alors que chez Boeing, on a fait l'inverse, c'est que la version Air Force et Navy est la même. C'est une plateforme, c'est un des deux avions. Et la version pour les Marines va avoir son avion à elle toute seule fabriqué. Fait que d'un point de vue ingénierie, déjà là, en partant, on voit qu'on a deux approches diamétralement opposées. Puis là, vous allez voir où est-ce qu'on va bâtir là-dessus. Là. Il y a une raison en arrière de ça. Là, si on regarde au niveau, comme Greg parlait de l'ingénierie, au niveau de la gestion du programme, dans l'ancien temps, si on regarde, mettons, le programme, exemple du F-111, le client émettait un besoin, le contracteur arrivait et dirait, je vais faire un avion et voici ce que ça va coûter. Ouais. Là, pour ce programme-là, le coût devient indépendant des besoins. Donc, le client et le contracteur s'entendent pour ce qui est possible de faire pour un coût X. Ouais. Donc, pour 1 milliard, qu'est-ce qu'on peut faire? Versus avant où on disait, je veux 100 avions, ça va coûter tant. Mais c'est un très bon point que tu soulèves, Olivier, parce que c'est la première fois dans l'histoire, en tout cas aux États-Unis, là, c'est la première fois dans l'histoire pour je vais le dire en anglais, un procurement, Programme d'achat. Un programme d'achat, merci. C'est la première fois que le budget alloué a autant d'importance que est au même niveau que l'ingénierie et l'aspect technique du programme. Puis ça c'est ça a eu dit comme ça, tu vas dire bravo, félicitations. Et ça a des impacts. Mais ça va avoir des impacts et ça a choqué, ça a pris quelques mois autant chez Boeing que chez Lockheed. Ça a pris quelques mois à la haute direction et à certains niveaux, certains ingénieurs pour s'adapter à cette réalité-là parce que, puis ça, je l'ai lu noir sur blanc, c'est vraiment drôle. Il y a des ingénieurs qui disaient, d'habitude, nous autres, ils nous disaient, design ça. Comme tu disais, Olivier, exactement, design ça, OK, puis ça coûtera ce que ça coûtera. Puis si ça coûte plus cher, on leur dira que ça coûtera plus cher. Mais là, ils ne pouvaient plus faire ça. Avec ce programme-là, s'il y avait une augmentation des coûts à un endroit, il fallait qu'il diminue à un autre endroit. Exact. Et Lockheed s'est fait pogner là-dessus, justement. Et c'est pour ça, justement, que si on regarde le F-35, il y a juste la version A qui a un canon interne. Mm-hmm. Carrément pour une question de coût. Oui. Puis ça demandait un trop gros redesign. Ouais. Donc, ceci explique cela. Si on regarde notre programme du GSF, il y en avait 3 concepts clés qui étaient dans le programme. Mm-hmm. Donc, premièrement, un avion. Je vais recommencer. Premièrement, il y avait dans le concept du Joint Strike Fighter. Oui. C'était déjà ça. On va vous dire des trucs là. Vous allez comprendre des choses dans plusieurs épisodes là. Ouais. On pose des bases pour
pour plus tard. Ouais. Donc, c'était déjà, dès le jour 1, c'était acquis qu'il y a un autre avion qui s'occuperait des menaces air-air sérieuses. Donc, l'avion est taxé à 70% pour les missions sol-air, air-sol. Ouais. Donc, on s'était déjà entendu que le F-22 allait s'occuper de combattre les Sukhoi et autres MiG-29 ennemis et le F-35 allait s'occuper de bombarder. Ensuite, c'est la furtivité de premier jour. Donc, les premières missions d'un conflit vont se faire avec l'armement en soute seulement, aucun pylône externe pour minimiser la signature radar. Et une fois les défenses ennemies atténuées, là, on peut accrocher des pylônes externes en dessous des ailes. Ouais. Donc, le X-32 et le X-35 ont été conçus pour 4 pylônes externes, 2 en dessous de chaque aile. On va voir, ça a changé en cours de route. Et ensuite de ça, l'avion, son vue, c'est le premier avion qui a été destiné le jour 1 pour utiliser des armes intelligentes. Donc, ils ont pensé que par le temps que le F-35 allait être en service, que le gouvernement américain allait avoir écoulé son stock de bombes non intelligentes. Okay. Donc, des bombes non guidées. Donc, pendant la guerre du Golfe, en 91, il y a beaucoup de ces bombes-là qui ont été utilisées. Ouais. Et il y a aussi, ces bombes-là peuvent être adaptées avec des kits de guidage, soit un kit au laser ou un kit guidage par GPS dans le cas du JDAM. Donc, parlant de JDAM, avec un JDAM, c'est Joint Direct Attack Munition, c'est une bombe qui est guidée par GPS. Ouais. Puis on le voit, ceux qui ont déjà vu des photos de bombes accrochées en dessous des ailes, là, avec on dirait que des fois la bombe, le nez, le bout, là, il pendouille. Ça, c'est une bombe au laser, ça. Ça, c'est une bombe au laser. Le JDAM, c'est une bombe qui a un carcan gris autour de la bombe, avec des petites ailes de chaque côté. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, donc, on va mettre ça dans les notes. Oui. Donc, avec des JDAM, ensuite, le Joint Strike Fighter a la même capacité de destruction d'un avion, d'exemple un F-18, avec des bombes non guidées. OK. Donc, t'as une bâtisse à détruire, le F-35 va y aller avec une bombe, le F-18 va y aller avec 8 bombes. OK. Pour faire la même mission à cause du contenu de la différence de précision. OK. Et l'avion, au niveau du concept, doit pouvoir transporter ensuite 2 AIM-120 des missiles AMRAAM et 2 JDAM. Pour la version A et la version C, on parle de GBU-31 de 2000 livres. Et dans le cas de la version B à décollage vertical, on parle de GBU-32 de 1000 livres. Parce qu'il y a une soute plus petite. Oui. Puis ça, c'est au niveau du concept. Puis ça a changé. On en reparlera. Oui, ça change en cours de route. Ils devaient tous avoir le 2000 livres. Et puis, le canon interne sur le A, la version A est nacelle centrale sur le B et le C, mais au coup d'une bombe dans la soute. Ouais. Ça, c'était déjà c'était au début, là, avant même que les avions volent. Ouais. Sans ça, on va parler des performances que l'avion devait avoir. Mm-hmm. Donc, pour la force aérienne américaine et l'aéronavale, on parlait d'au moins 590 000 nautiques et, si possible, 690 000 nautiques. Ça, c'est des chiffres qui sont calqués sur le F-16. Oui. Le corps des Marines va s'accommoder. Lui était d'accord pour s'accommoder de moins de distance franchissable parce que eux, de toute façon, leur concept d'opération est beaucoup plus proche de la ligne de front. Oui. En support à l'infanterie de marine. Donc, il avait besoin de moins de distance franchissable. La vitesse, c'était au moins Mach 1.5. Oui. Et la manœuvrabilité comparable aux avions déjà en service. Donc, F-18, F-16, F-14. Ça, c'est intéressant, par exemple. F-15. Donc, comparable. Oui. Et non... pareil. Et 100 fois meilleur. Oui. Donc, comparable. Donc, là, je pense qu'on va vous présenter les deux projets. Oui, je pense qu'on va y aller comme ça. On peut commencer. Veux-tu qu'on y aille avec l'oiseau bizarre? Oui. On peut parler de l'oiseau bizarre, c'est ça l'autre oiseau moins bizarre, puis on va parler un peu de ce qui est en dessous en dessous des tôles. Oui, exact. Fait que si on commence avec le X-32, le malheureux... le candidat d'effet. Le candidat d'effet, donc on sait très bien que Boeing n'a pas été choisi. C'est important de mentionner qu'au moment où le X-32 a été choisi pour la bataille des avions expérimentaux, là, quand Boeing a été choisi, ça a été un petit peu une onde de choc au niveau des compagnies qui œuvraient en défense. Boeing n'avait pas fabriqué de chasseurs, on va dire, d'avions de chasse depuis 1920. C'est le Peacock, le dernier qui avait été designé. Le P-26, le P-Shooter. P-Shooter.
Et cockpit ouvert, donc c'était vraiment, ça faisait longtemps. Donc on a eu un petit doute, ça a fait sourire beaucoup de gens, le fait que Boeing a été choisi, mais il y a plusieurs raisons en arrière de ça. Tu en as mentionné une tantôt, Olivier. Le fait qu'on savait un petit peu à quoi s'attendre des deux côtés, mais Boeing a poussé ça vraiment très loin. A amené, bien évidemment, on s'en doute, là, une approche un peu plus commerciale, c'est-à-dire que ça veut dire quoi, ce commercial? Ben, ça veut dire tout simplement que on s'est organisé pour designer un avion qui serait, par exemple, facile à entretenir, qui serait facile à fabriquer. Donc, on s'est rendu compte que si on mettait l'accent là-dessus, on aurait probablement un résultat qui serait bien différent de ce à quoi on s'attendait. Puis là, je vous emmène tranquillement, tout simplement, à la forme du X-32. Si je vous dis X-32, vous avez très certainement en tête cette espèce d'oiseau bizarre dont tout le monde s'est moqué. Avec plus ou moins raison, je vous dirais que honnêtement, Olivier, en faisant la recherche pour préparer ces hors-séries-là sur l'histoire du F-35 et tout ce qui venait avec, là, j'ai appris à l'aimer, cet avion-là. Ben, c'est un peu comme le A-10, hein? Ouais. Il y a une raison, il y a une bonne raison pourquoi il ressemble à ce qu'il ressemble. Ouais. Puis ça fait que c'est un avion qui est quand même efficace. Exactement. Et dans le cas du X-32, t'as entièrement raison, Olivier. C'est vraiment, on y est allé avec quelque chose qui, tu m'as demandé de faire ça. Tu m'as demandé que l'avion soit capable de faire ça, que la plateforme soit capable de faire telle mission, voilà. C'est ça que je te donne. Puis on y a vraiment été, on a contrôlé les coûts. Je vais vous donner une petite idée là, où est-ce que je m'en vais avec ça, parce que là j'ai l'air de partir sur un truc philosophique là. Mais regardez où je m'en vais avec ça. Le fait que Boeing soit arrivé avec une mentalité un petit peu plus commerciale, avec une approche, ils y ont été vraiment by the book. Tu nous as demandé ça, je vais te donner ça. Voici ce que ça donne dans les faits. On s'est rendu compte avec le recul que une des grosses différences entre le X-35 et le X-32 de Boeing, c'était entre autres ce qu'on appelle tout ce qui est le principe de pièces et de systèmes communs d'une plateforme à l'autre. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu, que peu importe les chiffres, on a toujours ou presque entendu parler de oui, mais d'un avion à l'autre, tu peux switcher des pièces, tu peux transférer des choses et enlever le manche d'un avion puis l'amener dans l'autre si tu veux. Puis OK. Sur le X-35, là, dans les faits, là, et donc le F-35, ça joue aux alentours entre 20 et 30% de pièces communes. Pourquoi je dis entre 20 et 30%? Parce qu'on n'a pas le chiffre officiel. Puis je pense que Lockheed fait volontairement exprès de pas le donner. Ils ne doivent même pas le savoir eux-mêmes. Probablement pas, mais la plupart, avec l'expérience qu'on a maintenant de l'appareil, en fait, c'est un rapport RAND, le RAND Corporation que j'avais trouvé. Il disait entre 20 et 30% à peu près des pièces qui sont communes entre les trois plateformes. Le X-32, au niveau du design, c'est-à-dire au niveau de l'avion expérimental, on n'est jamais entré en production, fait qu'on le saura jamais, mais juste au niveau de l'avion expérimental, on était déjà à 70% de pièces communes. Donc, l'approche que Boeing avait était diamétralement opposée avec celle de Lockheed, et ça, c'en est un exemple. On avait vraiment mis l'accent sur répondre à un besoin, mais vraiment au pied de la lettre. Puis Boeing aussi, ils ont vraiment minimisé on avait parlé dans le premier épisode que eux, ils avaient été chaudés quand ils avaient perdu pour le F-22. Oui. Et ils voulaient faire un chasseur qui avait équivalent à un F-16, mais un coût minime et un poids minime. Oui. Et si vous regardez sur l'X-32, l'aile qui est sur le dessus du fuselage, oui, et non une aile médiane comme sur les F-35. Exact. C'est un morceau. Oui. C'est un morceau de composite il y aurait probablement eu des difficultés à la fabriquer, mais c'est pas des problèmes qui étaient insurmontables, qui auraient fini par réussir à en faire en série. C'était un morceau. Et c'est tellement impressionnant. Sur la version, elle avait sur la version atterrissage vertical,
elle n'avait que 30 pieds de d'envergure. Oui. Je crois que sur la version standard, c'était comme 36 pieds. C'est 36, oui. Juste donner un exemple, la plus petite aile du X-32, la version atterrissage vertical, 30 pieds d'envergure, mais comme l'aile était très épaisse, et une aile, elle peut être très épaisse si la corde est importante, parce que le ratio épaisseur-corde est diminué. C'est pour ça qu'un avion comme le Vulcan avait une aile d'une épaisseur incroyable, mais comme l'aile est tellement profonde, ça a changé comme si l'avion avait une aile comme le F-104, dans le fond. Et puis, avec sa petite aile, le X-32 amenait 20 000 livres de carburant dans l'aile, ce qui est autant qu'un F-15 avec des réservoirs conformes, des réservoirs qui sont collés sur une nacelle moteur. Exact. Il y avait du carburant dans cet avion-là. Puis en comparaison, si tu veux comparer avec le X-35, le X-32 amenait 2,5 fois plus de fuel que le X-35. C'est n'importe quoi. Donc, on avait vraiment mis l'accent sur la mission et le fait... Et en fait, ça, c'était pas... la quantité de carburant, c'était pas un requis au niveau du... Mais le design a fait en sorte qu'il était capable de... Mais le design a fait en sorte que... Et en plus de ça, puis ça, j'ai vu ça plusieurs fois dans mes recherches, Boeing s'était dit, tu sais, c'est un avion militaire. Fait que les pilotes, ils veulent quoi? Ils veulent être capables d'aller atteindre la cible. Puis ils veulent aussi souvent être capables, vu que l'avion devait remplacer le A-10, ils veulent être capables de rester on station. Puis aussi, on avait dit à l'autre épisode que suite à la guerre du Golfe, ils se sont rendus compte qu'il y avait une trop grande demande pour des avions ravitailleurs. Donc avec un avion avec beaucoup de carburant interne, il n'y a pas besoin d'aller voir un ravitailleur aussi souvent. Exact. Donc il peut laisser tranquille. Mais il y a tout l'X-32, c'est fait vraiment là, pour la simplification. Dans l'avion, l'avion est très très court. Le moteur est situé à l'avant et non à l'arrière, comme exemple sur un F-86, un sabre, le moteur est à l'arrière de l'avion pour diminuer la longueur de l'échappement. Oui. Mais sur l'X-32, l'avion est tellement court que ça n'a aucune importance, le moteur est à l'avant. Oui. Au lieu d'avoir une entrée d'air compliquée avec des rampes, des portes comme le Concorde, si on veut, il y avait nos amis du 438 qui passent. Là. Bonjour. Donc, il y avait une entrée d'air qui était mobile, qui, lorsque l'avion avait besoin d'être furtif, elle avait une certaine forme. Et là, avec des vérins, elle venait pivoter pour laisser passer plus d'air, par exemple, à basse vitesse ou à haute vitesse. Tout à fait. Et, ce qui lui faisait donner cette espèce de... On appelait ça souvent le happy aircraft, là, qui donnait une espèce de forme, on dirait qu'il souriait. Mais, et puis il y avait... dans cette entrée d'air-là, il y avait un bouclier qui était fixe. Oui. Qui venait automatiquement bloquer le compresseur quand l'entrée d'air était en fonction normale, puis l'autre partie du temps, le bouclier était pas là parce que l'entrée d'air a fait bouger. Ouais. Mais il y avait beaucoup de... On est vraiment allé pratico-pratique avec le X-32. Donc, t'as parlé de l'aile qui est monobloc. Donc, d'un seul morceau, entre 30 et 36 pieds d'envergure. Et en fait, ce qui est vraiment cocasse avec cet avion-là, puis de la façon que Boeing l'avait designé, il n'y a que 4 morceaux. L'avion est fié en 4 morceaux. Fait que prenez le fuselage, séparez-le en 3. Puis le 4e morceau, c'est l'aile. Et ces 3 morceaux de fuselage-là venaient littéralement s'attacher, se visser sur l'aile. Tout simplement. Donc, les points d'attache étaient sur l'aile, puis on venait attacher la structure du fuselage là-dessus. Ce qui permettait donc d'avoir, d'un point de vue fabrication, un design qui était ultra simple. C'était vraiment efficace. Un petit mot pour l'emplacement du moteur. Le fait qu'il était à l'avant, c'est aussi, j'allais dire, c'est drivé, là. C'est appelé, c'est demandé. Par le fait que Boeing a décidé d'utiliser la poussée directe. La poussée directe. Donc exactement comme le Harrier, exactement. Donc t'as l'échappement des gaz, puis là, t'as besoin d'atterrir verticalement. Il y avait des petites trappes qui s'ouvraient en dessous. Puis là, des exhausts, là, des échappements qui pivotaient. Des tuyères, ouais. Des tuyères, puis on faisait sortir puis il y avait un bouchon qui bloquait Il y avait un bouchon qui bloquait en arrière Et au lieu d'être une saignée comme sur le Harrier où on va saigner le compresseur pour les tuyères qui sont à l'avant et l'échappement pour celles qui sont à l'arrière, dans le cas du X-32, si on bouchait le moteur à l'arrière et toute l'air sortait par les tuyères... Exact. Et 2 tuyères latérales. Il y avait d'autres sorties aussi pour le contrôle de roulis. Comme un Harrier. Comme un Harrier. Exactement pareil.
Donc ça, fait que c'est entre autres ça aussi qui a amené le fait que le moteur était beaucoup plus en avant. Parce qu'on avait besoin que ces tuyères-là pivotantes là, soient situées à peu près au milieu de l'avion. Donc, il y a une grosse... L'autre moitié du fuselage, c'était un tuyau, tout simplement. Avec des systèmes attachés dessus, là, mais... ça, le fuselage est tellement petit sur cet avion-là. Sur le X-32? Oui, quand même. Au niveau longueur, là, c'est assez surprenant. Mais il en rentrait du stock là-dedans. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de volume. Exact. Entre autres, le fait que Boeing prévoyait que tous les 3 modèles auraient pu emporter le fameux canon, par exemple. Fait que là, décider si finalement il l'aurait eu ou non, ça c'est un autre débat. Là, mais, puis le X-32, ce qui était intéressant, comme il n'y avait pas de soute en dessous de l'avion parce que le moteur était là. Ah, bon point, c'est ton point pour les... Oui, c'est bon. Les soutes étaient sur le côté de l'avion, donc juste en dessous du cockpit de chaque côté. Oui. Et l'avantage, c'est que les soutes étaient à la même grandeur sur deux avions, là, en termes de volume. Là. Ouais. Et puis, dans le cas du X-32, c'est que si, mettons, vous étiez en vol et il y avait un radar à votre droite, ben pour larguer une bombe, vous pouvez choisir la soute qui est à gauche. Parce que la soute s'ouvrait, la munition tombait, et le radar, lui, ni vu ni connu. Oui, parce que là, on brisait pas la furtivité en ouvrant les portes. Donc, c'était vraiment bien fait. Oui, mais c'est ça, je te dis, c'était... moi, j'ai appris à l'aimer, ce concept-là, en faisant mes recherches. Mais je l'avais oublié. Sincèrement, je l'avais oublié. Et puis, Lockheed a fait une très belle job pour qu'on l'oublie. Oui, exactement. Mais ça, c'est une affaire que... Puis tu nous en avais glissé un mot quand on se préparait puis on discutait de tout ça. Là. C'est vraiment un autre superbe exemple de côté... puis j'emploie le terme pratico-pratique parce que dans le fond, quand on regarde au niveau de ce que l'avion devait faire, ben Boeing s'était dit, ben mon avion est supposé être furtif, il est supposé être très, très, très près de l'ennemi, c'est ça sa job. Fait que ben on va s'organiser qu'il le reste furtif le plus longtemps possible. Et on était arrivé avec ce concept de soute sur les côtés pour 2 raisons, conserver la furtivité et aussi parce que il s'était dit que c'était beaucoup plus facile à entretenir et à loader et à installer les bombes si elles étaient de côté, contrairement à en dessous, comme c'est le cas pour le X-35. Surtout qu'il passait sur l'avion sur un bateau la nuit, puis le pont, il se promène parce qu'il y a du roulis, il y a des vagues. Oui. Mais il disait, on n'a pas besoin de ramper en dessous de l'avion pour aller voir qu'est-ce qui se passe. On peut travailler debout, sans se pencher, et puis juste monter la bombe, l'accrocher dans le côté, refermer la soute, puis c'est fini. Exact. Donc, il y avait pas mal il y avait quelque chose d'assez inventif et on a vraiment pensé en dehors de la boîte, là, pour reprendre l'expression. Et là, on va parler de la boîte, on va faire un tour dans la boîte. Ah oui, non. Let's go. On s'en va chez Lockheed. Ouais. En fait, on va chez Lockheed. Quand les avions ont été construits, ils ont été fabriqués à la fameuse usine 42 à Palmdale, en Californie. Oui. Une usine qui appartient à la force aérienne américaine. Où en ce moment, je pense que c'est les Blackbird qui avaient été construits là, les U-2. Et là, en ce moment, c'est les B-21 Raider qui sont construits là-bas, le nouveau bombardier. Non. Oui. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Les 2 avions étaient en construction dans la même usine. Bâtisse, il y avait un mur entre les deux. Il y avait un mur entre les deux. Ouais. Donc, c'est très drôle. Donc, Lockheed Martin, ils avaient des partenaires. Ils avaient Northrop Grumman pour la version embarquée, la version C. Et BAE Systems pour la version atterrissage court. Oui. Donc, le premier qui a volé, c'est le X-35A, qui est la version conventionnelle. Premier vol le 24 octobre 2000. Et il a été retourné en usine en novembre de la même année pour être modifié en X-35B. Oui. Donc, lui, on l'a coupé en morceaux, là. On l'a rebâti avec pour qu'il soit... Comme un kit Lego 3 dans 1. À peu près, ouais. En fait, c'était 2 dans 1 dans leur cas. Oui. Donc, grosso modo, le F-35, c'est un F-22 qui est monomoteur. C'est pour ça que Lockheed, c'était l'approche qui était moins risquée. Ils prenaient leur chasseur bimoteur, ils le rapetissaient d'environ 30%, puis ils fabriquaient un monomoteur avec. Donc, une différence majeure, à part le fait qu'il y a juste un moteur, c'est que les entrées d'air sur le F-22, c'est des entrées d'air avec des rampes. Donc, supersonique, c'est un avion qui est extrêmement performant. Dans le cas du X-35, c'est des entrées d'air qu'on appelle DVI. Je vais vous dire en anglais, Divertless Supersonic Inlet. Donc, des entrées d'air supersoniques dans le fond, on joue sans avec déviation. Non, il n'y a aucune pièce mobile. Non, c'est ça. Il n'y a aucune pièce mobile, mais on joue avec tu pensais que j'allais dire avec des... c'est simplement en jouant avec la géométrie.
Pour faire un exemple simple, c'est si vous regardez l'entrée d'air d'une turbofan, là, d'un 737 ou d'un 777, là, l'entrée d'air, là, on s'en rend pas compte, mais elle a une forme bizarre. Elle ralentit l'air avant que... Pour pas que le moteur étouffe. Exact. Pour pas que... Il y a une réduction de pression et de vitesse d'air. En fait, il y a une réduction de vitesse et donc une augmentation de pression qui est faite uniquement par la forme de l'entrée d'air. Donc, aucune pièce mobile, rien. C'est simplement, on utilise la forme. Donc, dans ce cas-là, dans le cas du X35, c'est que la forme des tuyères, du tuyau qui amène l'air au moteur, en jouant avec la géométrie fixe du tuyau, on est capable d'abaisser la vitesse de l'air pour pas qu'elle arrive supersonique au moteur. Et aussi, dans le cas du F-35, il y avait pas du X-35 à cette époque-là, il y avait pas la tuyère était conventionnelle, elle était ronde, elle était pas aplatie comme le F-22, il y avait pas de poussée vectorielle. Oui, exact. Dans la version B, il y a une bosse en arrière du cockpit où il y a le système, la fameuse soufflante pour le vol vertical. C'était développé par Rolls-Royce. En fait, ça c'est vraiment bizarre. Là. Oui, c'est le concept de GE Rolls-Royce Mais c'est breveté par Lockheed. C'est ça qui est complètement débile dans cette idée-là. Là. Bien, au début, Lockheed, quand il y avait drivé là, c'était un projet avec GE, je crois. Cette technologie-là a été testée par plusieurs à travers des programmes. On y reviendra là, parce que tu sais on a parlé du CALF, du Joint Strike Fighter GSF Program puis tout ça, du DARPA et tout, mais il y avait aussi la même chose au niveau des moteurs, des programmes de recherche entre GE et Pratt que DARPA a donné de l'argent pour ça là. Fait que c'est le lift fan, là, en fait c'est le lift system là, a été testé par plusieurs de ces manufacturiers là. Puis à la fin de tout ça, c'est Lockheed qui a eu le brevet. Mais c'est Rolls-Royce qui le fabrique. C'est Rolls-Royce qui fabrique, mais en fait, c'est Rolls-Royce par ricochet, parce qu'en fait, c'est Allison qui avait eu le contrat. Mais Allison a été racheté par Rolls-Royce. Fait que par ricochet, c'est Rolls-Royce qui s'est retrouvé à fabriquer le lift fan. Puis juste pour un petit détail, juste pour vous montrer qu'il y a eu beaucoup de sous-contractants impliqués dans ces programmes-là, X32, X35. Là. C'est Lucas qui a fabriqué le shaft. Donc on a les sous-traitants ont sous-traité, etc., etc. Là. Donc il y a beaucoup de compagnies qu'on connaît, des noms qu'on connaît là, qui ont été impliqués dans ces systèmes-là, dans ces projets-là. Excusez-moi. Cette soufflante-là, elle a 18 000 livres de poussée. Oui. C'est énorme. C'est 2 soufflantes contre-rotatives. Donner une idée, un moteur un Pratt & Whitney 1524G, comme il y a sur un A220, c'est 23 000 livres de poussée. Oh non, ça souffle. C'est impressionnant. C'est très, très, très fort. Là. Les 2 soufflantes, parce que c'est vraiment 2 soufflantes qui sont superposées une par-dessus l'autre. Elles sont monoblocs, donc c'est des blisks qu'on appelle. Fait que ça permettait de sauver du poids encore une fois. Très compliqué à fabriquer. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que elles font 46 pouces. Ça fait presque 4 pieds de diamètre, ce fan-là. Là. Donc, c'est quand même assez gros. C'est puissant. Et le dernier point que je veux amener là-dessus, c'est faites juste réfléchir à la clutch. L'embrayage, là. C'est un bon PTO. Ah, c'est incroyable parce qu'il y en a du power qui arrive du moteur, là. Donc, on parle de pleine puissance, ça peut monter jusqu'à 45 000 shaft horsepower. Fait qu'il faut que ton engrenage et ta boîte de transmission soient capables de le prendre. Et puis sur la version B, donc cette soufflante-là, elle soulève l'avant de l'avion. Mm-hmm. L'arrière de l'avion, c'est la tuyère qui pivote vers le bas. Oui. Exactement comme sur le Yakolev Yak 141. J'ai adoré cette histoire-là. Donc, que Lockheed a demandé la permission d'utiliser le système. D'avoir accès aux data de Yakovlev à la chute, quand la Russie savait plus trop où s'en allait en 91. Là. Fait qu'entre 91 et 93 à peu près, ils ont eu accès à ce data-là. J'ai trouvé ça m'a fait sourire de dire que Lockheed est allé voir les Russes pour acheter de la technologie, dans le fond. Et puis l'avion, donc on a la soufflante à l'avant, la tuyère à l'arrière, et il y a une saignée d'air du compresseur qui envoie de l'air au bout des ailes. Ouais. Dans le cas du X32, c'était pour contrôler le roulis. Dans le cas du X35, c'est vraiment de la poussée pour soutenir l'avion. OK.
Donc là, il y a vraiment des ouais, puis les tuyaux sont beaucoup plus gros aussi. Ouais, c'est pas juste des trucs d'air comprimé là, pour le roulis, c'est vraiment ça soutient l'avion au niveau des ailes. OK. Oui, on parle d'à peu près c'est 6-7 000 livres de thrust au bout des ailes. Là. Oh, c'est fort. Là. Et puis le X-35B, dès le début, il y a une complexité au niveau des portes. Vous avez vu l'avion en vol vertical, là, il y a 2 portes qui ouvrent en dessous de l'avion. Et sur le dessus, il y a des portes qui ouvrent. Il y a comme 3 portes. Il y a une immense porte qui ouvre comme un toit, une voiture à toit ouvrant rigide. Mais ça, c'est aujourd'hui sur le F-35. Oui. Initialement, c'était juste 2 portes pliantes. Là. Ouais. Mais il savait que ça, c'était pour prouver le concept, mais il savait que au bout de la ligne, il allait avoir de quoi faire pour garder ça furtif. Il faut penser que les portes, il faut qu'ils se referment. Oui. Puis dans le cas du X-35 aussi, les entrées d'air du moteur, les entrées d'air normales là, de chaque côté du fuselage, là, ça bouche. Et il y a une trappe qui ouvre sur le dessus, en arrière de la soufflante, pour alimenter le moteur. Comme sur un MiG-29. Comme sur un MiG-29, pour empêcher que la réingestion de cochonneries par les entrées d'air normales. Donc, le X-35/F-35, quand il est en mode atterrissage vertical, les entrées d'air conventionnelles qui sont en avant de chaque côté du pilote là, se bouchent. Et il y a une porte qui ouvre en arrière du fan qui agit comme entrée d'air. C'est probablement la même morceau qui bloque en haut puis qui vient boucher en bas. Là. Probablement, oui. Comme sur le MiG-29. Oui, les trappes en L, là, je sais pas trop quoi. Oui, absolument. Puis la version C, finalement, la version qui a été construite tout ça dans son coin, ben elle a une aile qui est 34% plus grande que les 2 autres versions. Et versus le X-32 qui avait la version A et C avait la même aile, c'est la version B qui avait une petite aile. Oui, tout à fait. Sauver du poids, puis de l'encombrement sur le porte-avions. Donc, ça fait c'est ça, dans le cas de X-32, l'aile avait pas besoin d'être pliable, parce qu'elle était tellement petite. Puis X-35, l'aile était prévue pour être pliable avec les bouts pliables, comme sur F-18. Pour le C, là? Oui. Ouais, tout à fait. Donc, ça fait le tour en gros des avions. Oui. Ça, on va les gratter un peu plus le bobo. Au niveau des commandes de vol. Oui. Donc, ils avaient l'expérience du Harrier qui était quand même assez complexe à piloter. Oui. Donc, où les commandes de vol faisaient pas la même chose dépendamment de ce que l'avion faisait. C'était en mode de sustentation par le moteur ou vol aérodynamique avec les ailes. Dans le cas du JSF, dès le début, on veut simplifier le pilotage, surtout pour la version à décollage court, atterrissage vertical. Donc, ce qui est vraiment impressionnant, ça, c'est la compagnie BAE Systems qui a développé le système de vol. Et c'était le même dans le cas du X-32 que l'X-35. Oui. C'est le même système de vol. Donc, le manche en vol vertical, le manche contrôle l'accélération latérale et longitudinale. Donc, je pousse vers l'avant, l'avion va avancer. Je tire vers l'arrière, l'avion va reculer. Ouais. Donc, ceux qui connaissent le pilotage ou les hélicoptères, tout ça, là, ça ressemble vraiment à un contrôle d'hélicoptère. Okay. Vraiment comme un manche cyclique. Donc, je mets le manche à droite, je vais m'en aller vers la droite. Je mets le manche à gauche, je vais m'en aller vers la gauche. Et la manette des gaz contrôle la vitesse verticale. Ça, c'est comme le pas collectif sur un hélicoptère. Mm-hmm. Donc, le manche est au neutre, ça bouge pas du tout. Et là, je réduis la puissance. L'avion va pas tomber, l'avion va juste se mettre à descendre tranquillement. Je remets de la puissance, l'avion va se mettre à monter tranquillement. Ouais. Donc, c'est un système il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avec un Harrier biplace spécialement modifié en Angleterre pour développer ce système de contrôle-là. Ils ont commencé je me souviens, fin des années 80, je crois, à développer ce système-là. Donc, les Anglais savaient qu'ils allaient devoir remplacer les Harrier éventuellement. Ils ont commencé à travailler sur un système de contrôle vraiment longtemps avant que l'appareil soit... Je pense même ils ont pas commencé quand ils ont travaillé sur la version, la GR7. Ça, c'était la version pour l'Air Force anglaise. Ben, GR5, GR7, GR9, c'est le Harrier 2. C'est la version comme le AV8B. Là. Exact, ouais. Mais ils travaillaient... okay. Avant ça, ils travaillaient déjà sur une simplification des contrôles de vol. OK. Donc, là, au niveau du X30, de ce truc-là, en fait, avant de passer, on pourrait parler du moteur. Le moteur, c'est intéressant. Qu'il y avait pour la série X. La série, il y a toute une saga, en fait, au niveau des moteurs, parce que initialement, il y avait, initialement, un petit peu le même principe que quand on a annoncé que Boeing et Lockheed allaient avoir le contrat. On a annoncé que Pratt & Whitney était le choix de prédilection, là. Puis ça s'est fait de façon plus ou moins non officielle. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le fond, les airframers, donc les manufacturiers, Lockheed, Boeing, puis il y avait McDonnell aussi juste avant que le choix soit fait,
c'est eux qui choisissaient le moteur qu'ils voulaient utiliser. Et dans le cas de McDonnell, ils avaient commencé avec GE. Et finalement, en cours de route, ont changé et ont décidé d'utiliser le moteur de Pratt. Donc finalement, les trois, on va dire, plus sérieux, là, se sont retrouvés à utiliser le moteur de Pratt. Là, je fais exprès de pas nommer le numéro, le modèle, parce que vous allez comprendre. Là. Donc, un petit peu plus tôt, je mentionnais que DARPA avait, en plus de soutenir différents programmes, différentes initiatives pour éventuellement arriver au GSF, là, ils ont fait exactement la même chose au niveau des moteurs. Il y en a eu un peu moins de programmes, là, mais il y a eu aussi des initiatives où on disait « Hey, G, ça te tente pas de travailler sur un nouveau type de compresseur? Ah ouais, je pourrais faire ça. Tiens, voilà 90 millions, puis ils cherchent. » Puis DARPA, c'est imagé et peut-être un peu grossier, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionnait, OK? On avait une idée, le MIT, admettons, souvent ça partait des universités. Là. Pour ceux qui, petite parenthèse, là, c'est qu'ils se demandent mais pourquoi que DARPA va donner 90 millions à GE pour développer un nouveau compresseur? Parce que souvent ça partait de recherches qui étaient faites en université ou des chercheurs, étudiants, profs, machin, là, disaient hey, nous autres on pense qu'on pourrait peut-être améliorer telle affaire, puis là ben ça partait. Donc, le MIT, en partenariat avec GE et DARPA, partait sur un projet. Donc, tout ça a fait qu'on est arrivé à juste avant que les avions expérimentaux soient choisis, on avait le moteur, le YF-119, donc le moteur qui a été utilisé pour le F-22. Qui a été proposé et qui a été utilisé et qui a été finalement imposé par le Joint Strike Fighter Office. Là. C'est qu'éventuellement, on s'est dit, ben, vu que les trois avaient décidé d'utiliser ce moteur-là et que les deux qu'on a choisis utilisent déjà ce moteur-là dans leurs prévisions, dans les calculs qu'ils ont faits, on va officiellement imposer le PW, le F-119, donc le moteur du F-22, qui avait été choisi à l'époque déjà. Mais entre-temps, GE a continué à travailler sur son YF-120, le YF-120, qui était le concurrent au 119, dans le cas du programme qui a éventuellement choisi le F-22. L'ATF. Donc, fait que dans le fond, tout ça a fait qu'on a décidé de réutiliser de la technologie parce que vu que le programme du Joint Strike Fighter, le gouvernement a commencé à se dire ouais, on en demande beaucoup aux futurs avions. On veut qu'ils en fassent beaucoup, la même plateforme qui doit satisfaire l'Air Force, les Marines et la Navy. Fait que ce qu'on a décidé de faire finalement, c'est qu'on a dit regarde, pour le moment, là, dans le cas de nos avions expérimentaux, on va travailler avec la technologie déjà existante. Parce dans le fond, le gouvernement n'a pas voulu investir, pour le moment, d'argent au niveau de la motorisation. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des avions expérimentaux, on se retrouve avec des moteurs qui existaient déjà. Dans le cas du X-32 et du X-35, c'est le F-119 qui a été utilisé. Et on aurait pu éventuellement utiliser aussi le F-120 qui a jamais existé. Fait que c'est pour ça que je dis toujours YF-120 parce que le moteur est jamais devenu officiellement un moteur dans le système. Là. Donc le YF-120 qui lui avait été utilisé, avait été proposé pour le programme d'ATF. Ça fait que ça, le F-119 a donc été utilisé des deux côtés. Puis il y a une désignation vraiment bien spéciale là. Dans le cas pour le X-35 c'est le F-119 PW611 puis pour le X-32 F-119 PW614. Ce qui est intéressant là-dedans c'est que Pratt s'est retrouvé à travailler des deux côtés, donc a dû modifier le moteur d'un côté pour Lockheed, parce que là, eux autres devaient fournir un F-119, devaient satisfaire les requis des manufacturiers, puis dans le cas de Lockheed, ça n'était un méchant bon requis parce que ça leur prenait une sortie. Ça leur prenait un branchement pour être capable de mettre ce fameux embrayage-là, le shaft, donc
l'arbre de transmission. L'arbre de transmission, merci Olivier, qui permet d'aller alimenter le lift fan. Donc, fait qu'il a fallu modifier le moteur pour ça. Et dans le cas du F-119 qui est utilisé chez Boeing, il a fallu adapter le moteur, les fameuses tuyères orientables qui étaient, vu qu'on utilisait la poussée directe de l'échappement pour soulever, pas soulever, mais faire atterrir l'avion, il a fallu modifier le F-119 aussi, le moteur également. Donc, à cause de tous ces changements-là qu'on voyait venir, puis on savait qu'il y aurait des modifications à faire, le gouvernement américain a décidé d'utiliser une plateforme déjà connue, entre guillemets. Réduire des risques un peu. Pour réduire les risques, tout simplement. Fait que c'est pas... au niveau du moteur, c'est pas... Il y a peut-être eu un peu de lobbying, là, mais c'est pas aussi catastrophique et honteux qu'on pourrait le penser. C'est vraiment une question de simplement réduire les risques. À cette époque-là, GE s'est pas opposé du tout parce qu'ils ont compris que c'était vraiment pas une question de choisir un plus que l'autre. On y a vraiment été avec le moteur qui était le plus avancé. Le F-119 avait été choisi pour équiper le F-22, donc Pratt avait continué le développement du moteur. Donc, au moment de choisir le F-119 pour les avions expérimentaux, le moteur avait continué à évoluer et à maturer. Donc, c'était tout à fait logique d'utiliser cette technologie-là pour motoriser nos avions expérimentaux. En parallèle, GE n'a jamais arrêté de développer le YF-120. Et longue histoire courte, le YF-120 est devenu le F-136. Modifié, puis il y a eu le temps d'évoluer le moteur, là, mais c'est pas un design qui est mort. Loin de là. En fait, le YF-120 de GE est devenu le F-136. Puis vous en avez peut-être déjà entendu parler dans les médias spécialisés. Chez GE, ils l'appellent le GE37, le moteur. Parce que c'est un core, c'est un moteur, c'est la technologie qui a été développée pour le F-136. Comme c'est le cas dans bien des cas, GE l'a réutilisé pour plusieurs autres applications, dont entre autres le turboshaft qui a été développé pour le King Stallion. Donc, ce moteur a apparu de nulle part à un moment donné quand GE a décidé de le proposer pour motoriser le King Stallion. C'est de la technologie qui venait de, entre autres, du F-136, qui venait de, entre autres, le YF-120. Voilà. Donc, il s'est brassé pas mal de choses au niveau de la motorisation. Pour finir l'histoire, pourquoi quand même, parce qu'il y a quand même une raison un peu technique. C'est pas juste une question de risque. Il y a une raison pourquoi qu'on a choisi le F-119 comparé le YF-119 comparé au YF-120 à l'époque du F-22, parce que tout ça découle du F-22 initialement, là. C'est tout simplement que le YF-119 était beaucoup plus simple et moins risqué donc à développer à l'époque du F-22, OK, que le YF-120. Et c'est pour ça que le moteur de GE, la proposition de GE avait été abandonnée. Parce que GE avait décidé d'y aller. Et donc pourquoi le 119 était moins risqué que le 120? Parce que GE avait décidé d'y aller avec une approche de cycle variable. Et si vous voulez un exemple de Variable Cycle Engine, vous irez voir le moteur, le J58 du SR-71. C'est considéré comme le grand-père des moteurs à cycle variable. Et pour ceux qui connaissent les amoureux du SR-71, vous savez qu'au décollage, le moteur agit comme un simple et bon vieux turbojet et qu'en vol, le moteur devient un ramjet. Donc, il y a des espèces de gros tuyaux là, tout le tour du moteur là, qui font passer de l'air du compresseur directement à l'échappement pour agir comme un ramjet. Là. Donc, fait que ce moteur-là de Pratt, le J58, est considéré comme le grand-père des moteurs à cycle variable. Et GE avait décidé de s'enligner vers une technologie comme ça. Trop risqué pour les. Et on va en reparler des moteurs à cycle variable dans le futur. Ouais, j'ai la vague impression qu'on va en rediscuter. Au niveau du X32, du X35, en fait, du JSF en tant que tel, il y avait un besoin d'arriver avec une furtivité à plus faible coût. Mm-hmm. Donc, minimiser les espaces entre les panneaux
Ouais. Parce que quand il y a de la place entre les panneaux, les zones radar peuvent être réfléchies. Ouais. Restreindre aussi le nombre de panneaux d'accès. Parce qu'un panneau d'accès sur un avion furtif, quand on l'enlève, quand on le réinstalle, c'est compliqué. Il faut refaire la surface tout autour. Exact. Donc, en minimisant ces panneaux-là et probablement en les plaçant dans des endroits qui sont moins critiques, on simplifie la maintenance d'entretien, donc c'est moins coûteux. Ouais. Aussi, au niveau des antennes, l'avion devait en avoir 20. Le F-22 a 60 antennes. Pas vrai? Ouais. 60? Mais elles sont où? D'un bord d'attaque partout, là. OK. Puis, donc, combiner les antennes. Donc, au lieu d'avoir une antenne VHF pour 2 radios, mais là, c'est, par exemple, une antenne qui fait VHF, UHF, patati, patati, patata. OK. Et aussi, au niveau de l'assemblage, les 2 avions ont été assemblés avec des systèmes de gabarits assistés par laser. Oui. Et puis, la quantité de matériaux furtifs est limitée sur ces avions-là, versus le B2, le F-117, qui ont comme plein de matériaux différents. Oui. Donc, qui augmentent le coût. Donc là, ils ont vraiment dit, OK, il faut limiter la quantité de types différents de matériaux qu'on va prendre pour les avions. Exact. Ensuite, au niveau de l'avionique, souvent, l'avionique, c'est le tiers du coût d'un avion de chasse. Donc, si vous pensez, exemple, à un F-18, 60 millions, ben, il y a 20 millions là-dedans, c'est de l'avionique. Il y a probablement 20 millions, c'est moteur, puis 20 millions, c'est le reste de l'avion. Les pneus. Oui, c'est cher, les pneus. Donc, dans le cas du JSF, c'est le ICP, le Integrated Core Processor, le fameux superordinateur dont Greg nous a parlé à long et en large au début de l'épisode, qui est en charge de fusionner les données enregistrées par les capteurs. On vous a parlé de la fusion des données au début de l'épisode précédent. Donc, au début du programme, il y avait une emphase d'aller chercher des pièces qui étaient disponibles dans le commerce, ce qu'on appelle Commercial Off-the-Shelf en anglais, pour monter ce système-là. Ça s'est spécialisé par la suite. Il n'y a plus grand-chose qui est off-the-shelf maintenant. Hein? Non, pas dans cet avion-là. Non. Donc, le radar AESA, dans le cas du JSF, est connu sous l'appellation MIRFS pour le Multifunction Integrated Radio Frequency System. Donc, on parlait de réduire le nombre d'antennes. Donc là, le radar fait pas juste le radar, mais il fait un paquet de choses en même temps. Ouais. Raytheon était en charge du radar du X-32 et Northrop était en charge du radar du X-35. Et c'est le même arrangement pour le fameux DIRS, le Distributed Infrared System et le caméra FLIR de l'avion. Donc, Raytheon s'occupait des systèmes du X-32 et Northrop s'occupait des systèmes du X-35. X-35, oui, je faisais par le dire. Et puis, donc, au niveau du le DIRS, donc, on parle de... DIRSS? On parle de 6 capteurs autour de l'avion, avec un champ de vision de 60 degrés par 60 degrés chaque capteur. Donc, quand ils sont assemblés, ça fait 360 degrés, mais vraiment comme une caméra 360 degrés qu'on peut avoir maintenant. Ouais. Donc, combiné avec le casque du pilote, le pilote peut regarder par terre et voir au travers de l'avion. Ouais. C'est vraiment, excusez-moi le mot, mais c'est vraiment fucké comme système. Ça a été, on va en reparler, ça a été la source de nombreux problèmes. Ouais. Mais on pense au concept, là, c'est vraiment hallucinant. Là. Ouais, c'est comme dans les... Là, les geeks se reconnaîtront peut-être. Là, c'est comme dans toutes les séries, tu sais, les Robotech et tout ça. Là, les gars voyaient à travers Macross. Ouais. Là, les pilotes, là, quand ils se courent après, là, ils voient à travers le fuselage partout, là, puis ils sont capables de le suivre avec le... Exactement. Ben, la même chose. Ouais. Au niveau de la suite de guerre électronique, pour le X-32, les données sont comme pas vraiment disponibles, mais dans le cas du X-35, la compagnie Litton, c'est une compagnie britannique, je crois. Oui. La capacité était réputée à l'entrée en service d'être la même qu'un EA-6B Prowler, la version ICAP 3. Donc, aussi efficace qu'un Prowler, un avion qui est spécialisé en guerre électronique, à la sortie de la première version. Donc, c'est très impressionnant. Oui, quand même. Je trouve ça très... c'est limite... science-fiction. Ben oui, parce que, en tout cas, on verra quand ça sortira en production, qu'est-ce que ça a donné pour de vrai. Ben oui, hein? Donc... je doute, je suis sceptique. D'après moi, on est rendu à un verdict. Ah ouais? Ouais. Tu penses? Ouais. Hey, mais attends, je veux juste mentionner... T'as-tu quoi à raconter? Ben, pour le X-32, ouais, une petite anecdote, là. Ce qu'on parlait tantôt, je trouve ça le fun. Go! Il y a une rumeur qui court comme quoi, en plus d'être laid, le X-32 n'aurait pas été choisi parce que
ils n'ont pas été capables d'expliquer, de répondre aux besoins, entre guillemets, en fait, c'est de la Navy. Parce que les requis ont changé en cours de route. Puis ça, c'est un point que je voulais mentionner. Tu sais, des fois, tu te dis, ouais, mais tu sais, ils ont donc bien eu de la misère à faire telle chose. Ou oui, c'est vrai. Des fois, c'est parce que peut-être qu'ils sont trop, ils sont trop avant-gardistes ou quoi que ce soit. Mais des fois aussi, c'est parce que les requis changent en cours de route. Puis entre autres, la Navy a changé le requis du poids à vide pour l'avion. Ce qui fait que la Boeing aurait dû modifier l'avion, normalement. Puis, quand on préparait l'émission tantôt, on niaisait là, sur les noms qu'on donnait, là, mais on sait que le X-32 aurait dû normalement perdre la forme qu'il avait telle qu'on la connaît aujourd'hui et aurait dû avoir un arrière-train qui ressemble à ce que, par exemple, qui ressemble au F-35, avec un empennage conventionnel. Un empennage conventionnel, exactement. Donc, puis la petite anecdote là-dedans, c'est que finalement, la Navy s'est annoncée beaucoup trop tard. Dans le cas de Boeing, pour le X-35, ça n'a rien changé. Mais pour le X-32, il aurait fallu qu'ils redesignent complètement toute la partie arrière de l'avion. Fait qu'on a pensé, entre autres, à utiliser le système qui était utilisé sur le YF-23 de McDonnell Douglas. Mais qu'est-ce qui s'est passé déjà avec McDonnell Douglas? C'était Northrop Grumman, le F-23. C'était pas McDonnell Douglas qui était en charge de... Parce que l'histoire... Le Northrop YF-23 Black Widow. Ouais, mais écoute ça. 2. L'histoire dit que des ingénieurs se sont retrouvés chez McDonnell Douglas et que cette idée a fait son chemin. C'est fort possible, mais le F-23, c'était vraiment un Northrop. Bon, d'accord. Fait que là, moi... L'idée, c'était que les gars arrivaient de chez McDonnell Douglas, puis eux ont proposé l'idée d'avoir cet empennage arrière bizarre un peu, comme il y a sur le YF-23, puis cet empennage arrière-là a un nom, puis c'est ce qu'ils appellent le Pelican Tail. Donc, c'est pas pélican comme l'oiseau, là, c'est pélican, P-E-L-I-K-A-N, tail. Et donc, ça a cette forme bizarre, c'est pas un V-tail. Il y a une forme bien spéciale, puis vous irez voir. En fait, on va le mettre dans les notes, montrer aux gens c'était quoi. Mais aérodynamiquement, c'est la forme, c'est la configuration qui aurait été la plus parfaite pour le X-32. Finalement, ils ont décidé que c'était trop compliqué, mais en fait, après ça, avec différents calculs, on s'est rendu compte que ça aurait été trop lourd. À peu près 1000 livres. À peu près 1000 livres de plus, ouais. Fait qu'on y est allé avec une configuration traditionnelle, ce que les gars de Boeing appellent un four-poster tail. Donc, je vous lance l'invitation. Puis donc, tout ça pour dire que certains experts disent que si Boeing avait eu la chance de pouvoir se rendre jusque-là puis de faire les modifications, ils auraient probablement pu augmenter leur chance de mieux concurrencer le X-35. Fait que ça, c'est la petite anecdote au niveau du X-32. Je voulais la raconter, prendre le temps de le faire parce que, comme je vous dis, moi, j'ai redécouvert cet avion-là en faisant nos recherches. Puis finalement, je me suis rendu compte que même si en ce moment, à cause du Boeing, du 737 MAX, j'ai pas Boeing dans mon cœur, il reste que ils ont fait de la pas pire job quand même avec le X-32. Je suis sincèrement et honnêtement impressionné par le travail qui a été fait par Boeing sur cet avion-là. Puis je voulais prendre le temps de le mentionner parce qu'ils ont vraiment travaillé fort. Et on a tout le temps pour une dernière anecdote. Ben oui. Saviez-vous qui était en charge du X-32 chez Boeing? L'ingénieur en chef du programme? Muhlenberg. Ah oui? Oui. Donc, on a des petits amis qui s'amusent à faire. On a l'équipe de Dominique Toretto. Oui, c'est ça. On comme voisin. Le fast et le pas encore furieux qui... En fait, le furieux, mais pas très fast. Donc, voilà. Fait que c'était la petite anecdote que je voulais raconter. C'est tout. Oh! Donc, là-dessus, le verdict tombe le 26 octobre 2001. Oui. C'est là que notre épisode va se terminer aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe le 26 octobre 2001? C'est un mois et demi après le 11 septembre. Ouais. Mais encore. Plaît-il? J'étais à l'université.
Mais j'étais à l'école. Le X-35 de Lockheed est déclaré le vainqueur de la compétition. Ouais. Donc, ce serait donc le F-35 ou le Lockheed Model 235. Ouais. Donc, à l'époque, le contrat est accordé. Le contrat accordé est d'une valeur de 18 milliards pour l'avion et Pratt & Whitney obtient 5 milliards pour le développement du moteur F-135 et de la soufflante STOVL. Exact. Fait que ça, c'est... je vais parler au niveau du moteur, là. Au niveau du moteur, donc, on lâche le F-119. Il y a un nouveau moteur. Mais il y a un nouveau moteur. Fait que sur papier, il y a un nouveau moteur, mais guess what? Grandement inspiré du F-119. Pourquoi je dis grandement inspiré? Parce que déjà, à la base, le moteur va avoir le même diamètre. Mais on va en parler... On va en parler plus en détail au prochain épisode. Mais ça va nous lancer sur différentes pistes. Au niveau motorisation, Pratt & Whitney va avoir son lot de petits problèmes. Son chemin de croix. Ouais, eux autres aussi. Peut-être un peu moins grave, quoi qu'encore là, toute proportion gardée. Là. Peut-être aussi grave que Lockheed. Là, mais, Donc, écoute, je pense qu'on va arrêter ça là. Hein? Oui. On va se préparer pour la suite parce que je pense que la suite va être... enivrante. Oh, c'est incroyable. Je pense que je vais arrêter de chercher parce que je trouve de quoi à chaque fois. Alors, messieurs, dames, sur ces belles paroles, c'était Grégory Blanc. Olivier Lacombe. On vous remercie d'avoir été avec nous. Merci. À la prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.